D'accord, d'accord, d'accord. Merci. Bon, Je n'avais pas ouvert mon micro. Donc, je d'accord. disais que je remercie le président de l'Association des étudiants africains de sciences politiques. Je remercie également le modérateur, M. Abbas Dior, et tous les participants à ce webinaire. Je dois dire que c'est un sujet extrêmement important, intéressant que vous posez ici. Élection présidentielle de 2024 au Sénégal entre destitution d'un régime et changement de paradigme. Alors, c'est extrêmement important parce que quand on observe bien le processus électoral, mais au-delà du processus électoral, quand on observe bien le fonctionnement du système politique sénégalais depuis la crise du 17 décembre 1962, Léopold Sédar Senghor avait mis en place un régime présidentiel fort, centralisé, qui est concentré par devers entre les mains du président de la République l'essentiel du pouvoir. Eh bien, c'est ce même modèle qui va se reproduire, qui va se perpétuer à travers les différents régimes qui se sont succédés. Donc ça, c'est la première analyse à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est que, et c'est l'une des conclusions majeures de ma thèse de sciences politiques que j'ai soutenue en 2010 sur le processus d'institutionnalisation de la démocratie au Sénégal, j'avais une conclusion forte, à savoir que la construction hégémonique du pouvoir personnel contredit et nourrit tout à la fois l'institutionnalisation de la démocratie. Eh bien là aussi, on voit qu'il y a dans le fonctionnement, dans cette fonctionnalité subtile, disons, essentielle du système politique sénégalais, si je puis dire, il y a comme une permanence, une récurrence des crises cycliques qui sont des crises de 8 ans environ. Quand le président Senghor arrive en 60, instaure un régime présidentiel fort en 63, eh bien en 68, on a les ébranlements sismiques de son régime qui vont donc l'amener à opérer des réformes. 1970, réforme de création du poste de Premier ministre et après ouverture du jeu politique et électoral à partir de 1974 avec la création du PDS. En 1976, on a la constitutionnalisation d'un tripartisme à contenu idéologique. Eh bien, on a également toutes ces réformes jusqu'à ce que le président Léopold Sédar Senghor quitte le pouvoir en 1981. Alors, le président Diouf arrive, 81, il remplace le président Senghor. 82, il met en place un code électoral qui est un code qui va, euh, qui va assurer un peu l'emprise du Parti socialiste au pouvoir. Le pouvoir n'était pas véritablement en jeu puisque le code électoral était complètement torpillé pour que les élections aille toujours en faveur du parti au pouvoir. Cette manipulation unilatérale des règles du jeu va très vite nourrir une certaine violence dans le fonctionnement du système politique sénégalais. On commence en 1983. 1988, c'est un point de non-retour avec le contexte d'application des programmes d'ajustement structurel. C'était très difficile. La jeunesse déboussolée, la jeunesse euh, perdue par le chômage, le manque de perspectives, les difficultés d'insertion professionnelle et sociale. Donc tout cela va créer un malaise profond sur le plan économique, sur le plan politique également, avec les contradictions entre le pouvoir et l'opposition. 1988 va marquer vous voyez bien, 83, 88, on a la crise. Vous voyez bien, sous Senghor, 83, 68, on commence disons, la crise de 68 va l'amener à faire des réformes. Abdou Diouf également, 83, il arrive en 81, 83, déjà les difficultés s'annoncent. 88, c'est des difficultés exacerbées qu'il va avoir à gouverner. Et à partir de là, on voit qu'en 91, il va y avoir à la faveur donc de la réconciliation nationale entre notamment les protagonistes du jeu politique, Abdoulaye Wade et Abdou Diouf précisément, eh bien avec le conflit sénégalo-mauritanien de 91,
de 89 plutôt. En 91, il va y avoir donc la mise en place d'un gouvernement de majorité présidentielle élargie. Et c'est à partir de là qu'en 92, on va avoir donc le code électoral consensuel, beaucoup d'avancées par rapport au processus électoral. Et à partir de 1996, avec donc les élections locales à Dakar, il va y avoir beaucoup de dysfonctionnements par rapport à celles-ci. Et puis, l'opposition va réclamer la création d'une commission électorale nationale indépendante. Et le président Diouf va couper la poire en deux en créant l'ONEL, l'Observatoire national des élections. Donc l'ONEL va donc jouer ce rôle de vigie du processus électoral. Et en 98, on a des élections législatives qui se sont passées dans de bonnes conditions dans l'ensemble et le scrutin n'était pas remis en jeu, alors remis en cause. En 2000, cela entraîne une alternance avec justement le fait qu'on avait mis un général à la tête du ministère de l'Intérieur et un autre général à la tête de l'ONEL. Voilà. Donc, première alternance. Abdoulaye Wade arrive lui aussi avec le processus électoral. Eh bien, il va annoncer la fin de l'ère de l'exercice solitaire du pouvoir et l'avènement de la République des citoyens. Mais très tôt, eh bien, les constructions hégémoniques du pouvoir personnel vont reprendre. Et très, très vite, le président Wade va s'illustrer par des pratiques autoritaires et des pratiques de corruption dont que son régime donc a porté à un niveau très élevé. Et donc, c'est ainsi que donc Abdoulaye Wade ne va pratiquement pas réformer grand-chose. Il va reproduire pour l'essentiel le fonctionnement du système politique sénégalais. Et à partir de 2008, lorsqu'on a créé les assises nationales, après que l'opposition a boycotté donc les élections législatives de 2007, Abdoulaye Wade va donc subir les assauts de l'opposition à partir de là. Et c'est à partir de ce contexte des élections de 2009 que l'opposition gagne donc les grandes villes jusqu'au mouvement du 23 juin et jusqu'à ce que le président Wade soit destitué démocratiquement par la voie des urnes. Voilà. Le président Wade savait qu'à partir de 92, il était extrêmement difficile de modifier, de manipuler les opérations électorales au sens matériel, parce qu'on avait mis un code consensuel. Le code consensuel, c'était pratiquement toutes les voies, toutes les issues de fraude et d'irrégularités qui se présentaient à travers le code, qui ont été à travers le processus, qui ont été comblées. Toutes ces failles ont été surmontées. Donc, on était dans la difficulté, voire dans l'impossibilité à procéder à des manipulations du jeu et du processus électoral au sens matériel du terme. Et ça, c'est cela qui va être un élément intéressant, de telle sorte que quand Abdoulaye Wade va vouloir, disons, faire des manœuvres, des manigances pour maîtriser le processus, il se rend compte qu'il ne peut pas manipuler matériellement le processus, il va le manipuler temporellement à travers les couplages, découplages des élections. Tantôt il dit je coupe les élections, tantôt il dit qu'il les découple, etc. Mais tout cela va montrer un peu que voilà, les élections, on ne peut plus les frauder, on ne peut plus les manipuler matériellement. Et c'est ainsi qu'Abdoulaye Wade va proposer de rabaisser le seuil de la majorité à 25%. 25%, alors qu'Abdou Diouf a perdu en 2000 avec 41% des voix. Et Maître Wade voulait se faire élire avec 25% des voix. Alors ça, c'était inacceptable et les Sénégalais l'ont refusé. Ils sont sortis massivement pour rejeter ce projet de Maître Abdoulaye Wade. Donc ça, c'est une dimension importante, ce qui fait que ça permet de comprendre la suite avec l'arrivée du président Sall. Alors comment il fait pour construire son hégémonie? Je vous ai dit que l'une des conclusions majeures que j'avais faites dans ma thèse de sciences politiques, c'était que les constructions hégémoniques du pouvoir personnel
contredisent et nourrissent tout à la fois l'institutionnalisation de la démocratie. Et ça, c'est un aspect important. Ça s'est prouvé sous Senghor, sous Diouf, sous Abdoulaye Wade et sous le président Macky Sall aussi. Quand le président Macky Sall aussi je vous ai dit que Diouf c'est 93-91 avec le gouvernement de majorité présidentielle élargie et les réformes politiques qui ont été faites depuis lors. Et le président Senghor, c'était 63-81 à peu près quand il quitte le pouvoir. Donc, ce délai de 8 ans environ qui marque l'usure du pouvoir. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout cela qui fait que quand le président Sall arrive au pouvoir également, il est dans cette logique. Comment il va construire son pouvoir et respecter et renforcer la démocratie. C'est ça la contradiction de principe qui caractérise le fonctionnement de notre système. En même temps, on a une hyper-présidentialisation. Il y a des structures qui sont profondément inspirées de l'autoritarisme dans les institutions de la République. Et en même temps, on se dit qu'on est dans un état de droit et dans une république. Donc, vous voyez bien que c'est cette contradiction-là qui a eu aussi raison du président Sall. Il a construit son hégémonie au bout de 8 ans, 2012-2020 environ. Certes, il y a eu la pandémie, il y a eu les événements de 2021 avec le complot que Ousmane Sonko a agité contre lui et dont il serait victime. Et donc, voilà un peu... oui, donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et puis, quand le président a fait ses 8 ans, on est déjà gagné par l'usure du pouvoir dans le fonctionnement du système politique sénégalais. Et il a continué à vouloir s'illustrer par des manœuvres frauduleuses, par des dérives oppressives. Et à ce moment-là, il avait déjà atteint son seuil, son point de non-retour. Et donc, il a fallu que vraiment il revienne. Et il a été obligé d'ouvrir le jeu au dernier moment. Il a retiré sa candidature, il a fait voter une loi au référendum, je dis au référendum, une loi d'amnistie, et il a libéré Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye qui ont pu faire campagne. Et ça a eu ça a été une décision déterminante dans la suite des événements. Parce qu'au Sénégal, souvent, les hommes politiques qui ont été martyrisés, qui ont été injustement attaqués, eh bien, ils gagnent beaucoup lorsqu'ils sont sont en face du peuple pour demander ses suffrages. Généralement, Dibo Leitika en 96, il a été écarté de la direction du Parti socialiste alors qu'il avait une légitimité historique dans ce parti-là. Il avait occupé de très hautes fonctions pendant longtemps. Et il va obtenir aux élections de 98, aux législatives, 11 députés, ce qui a été une prouesse remarquable. Et Idrissa Seck également, quand il est emprisonné en 2004, je crois, par le président Wade pendant 7 mois, 2004 ou 2005, pendant 7 mois, il est resté en prison. Et puis après, quand il est sorti, il s'est classé 2e à l'élection présidentielle. Donc, pour vous dire que les Sénégalais ont cette fibre qui consiste à soutenir ceux qui sont victimes d'injustice. Hein. Et puis après, vous avez aussi l'autre aspect, c'est que, Idrissa Seck aussi en a bénéficié de cette rente victimaire dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, le président Macky Sall aussi en a bénéficié quand il a été donc démis de ses fonctions dans les conditions que l'on sait à la tête du perchoir de l'Assemblée nationale, de la présidence de l'Assemblée nationale. Eh bien, il y a cette sympathie qui lui a valu d'être arrivé 2e à la présidentielle et de battre le président Wade au second tour en 2012. Donc ça, c'est un aspect essentiel.
Et ce qui fait que sortir Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye en pleine campagne électorale, ça a fait que l'élection a tourné à la faveur de cette coalition. Mais il faut également dire qu'il y a eu un détournement référendaire de l'élection, au sens où on avait pratiquement une élection très polarisée, où on demandait aux Sénégalais de voter pour la continuité du régime du président Sall ou de voter pour la rupture qui était incarnée par la coalition Diomaye Président. Et la rupture était incarnée par la coalition Diomaye Président parce qu'on était dans une élection très, très polarisée en réalité, et que donc au regard de cette élection très polarisée, eh bien, tous les autres candidats, pratiquement les 17 autres candidats, n'étaient pas dans la problématisation électorale. Et c'est ainsi donc que le président Bassirou Diomaye Faye accède au pouvoir. Il faut également dire que le président Bassirou Diomaye a été soutenu par Ousmane Sonko très fortement, qui a une grande influence politique. On a vu qu'il a aidé à élire des candidats en tant que maire, comme président de conseil départemental en 2022. Il a aussi aidé aux députés suppléants de se faire élire, alors que lui-même n'avait pas été élu et qu'il était sur la partie, sur la composante des titulaires de la liste électorale. Donc ça également, ce sont des faits politiques qu'il faut mettre à son actif. Et donc, il a également soutenu la candidature de Bassirou Diomaye Faye, qui a abouti à une victoire éclatante au premier tour. C'est la première fois que l'opposition gagne une élection au premier tour au Sénégal. Les deux alternances qu'on a eues, c'est des alternances obtenues après un second tour. Et là, on voit que dès le premier tour, le peuple a voté pour le changement. Ça veut dire qu'il y a le problème du coût de la vie, le renchérissement du coût de la vie. Eh bien, la vie devient de plus en plus dure au Sénégal, et ça, il faut le souligner. Malgré les infrastructures, le président Sall a fait un bilan remarquable de ce point de vue-là, mais du point de vue de la cherté du coût de la vie, c'est un problème, mais aussi il y a d'autres difficultés comme le chômage des jeunes, l'immigration clandestine, et tout cela, qui sont des questions structurelles. Alors, comment gérer des questions structurelles de manière conjoncturelle, ça va être compliqué. Donc, ce sont les difficultés qui vont attendre l'actuelle équipe qui a été installée. Comment ils vont communiquer, comment ils vont gérer la coalition Diomaye Président. Est-ce qu'on va associer tous les alliés à l'exercice du pouvoir? Si on le fait, on risque de retomber dans le piège de Benno Bokk Yakaar, qui était allé dans le sens d'un partage des responsabilités. Et ce partage des responsabilités, finalement, a fait que le régime du président Macky Sall a été pris par les logiques partisanes et politiciennes, de telle sorte qu'il n'a pas pu réaliser toutes les réformes qu'il avait annoncées. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant avec le PASTEF? Ça, c'est une grande question, parce que je vous disais qu'au Sénégal, on a un système clientéliste, et ce système clientéliste-là se perpétue, mais ce clientélisme aussi est entretenu par les appareils politiques. Donc, comment la coalition Diomaye Président pourra-t-elle s'affranchir, dis-je, de ces inerties, de ces pesanteurs politiques que constituent les alliés, mais les alliés aussi avec qui il faut nécessairement compter, parce que les alliés ont apporté leur contribution à la victoire. Donc, comment on va faire? Est-ce qu'en étant dans cette logique qui a toujours caractérisé le système politique sénégalais, est-ce qu'on ne risque pas d'aller dans des difficultés où on serait aussi dans l'impossibilité de faire les réformes? Le président Diomaye a beaucoup parlé de la lutte contre la corruption, des réformes institutionnelles pour rationaliser l'hyperprésidentialisation du régime politique sénégalais, mais également pour bonifier le processus électoral, notre système électoral. Donc tout cela, eh bien, comment on va gérer cela?
Comment vont-ils y arriver? Est-ce qu'ils vont être dans cette optique de fédérer, en tout cas d'entretenir la coalition Diomaye Président pour en faire un organe de gouvernement, en tout cas un vivier ou puiser de personnes ressources par rapport à des questions ponctuelles ou en tout cas par rapport à certaines missions qu'on peut leur confier. Comment cette coalition-là, comment Ousmane Sonko et le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye, comment vont-ils gérer ces contradictions au sein de Diomaye Président? Et après, il faut aussi qu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'ils vont privilégier le projet PASTEF, c'est-à-dire voir le projet comme étant suffisamment attractif pour les Sénégalais, le vendre aux Sénégalais et s'adresser directement à eux pour avoir une majorité. Ça aussi, c'est difficile parce qu'il y a des risques. Si on n'adhère pas directement au projet, surtout si les Sénégalais ne voient pas vite et concrètement la réalisation, disons, le règlement de certains problèmes, et je vous disais que ces problèmes-là sont structurels. Est-ce qu'on peut les régler à court terme? C'est très difficile. Vous ne pouvez pas industrialiser le pays en un an, vous ne pouvez pas créer suffisamment d'emplois en un an, même en un an et demi. Donc, le coût de la vie, bon, on ne peut pas comme cela faire baisser les prix. C'est des décisions parfois difficiles, parfois douloureuses. Parfois même, on n'a pas d'emprise sur les forces qui agissent sur le marché. Et parfois, il y a les règles libérales qui s'opposent à cela. Donc, ce ne sera pas facile. Mais on attend de voir quelle sera un peu l'optique qui sera retenue par les tenants du pouvoir actuel. En tout cas, ils ont annoncé des réformes qui sont très, très intéressantes. Et ces réformes-là, on peut se poser la question de savoir est-ce que ce sera une alternance porteuse d'une alternative. On a vu que les différents projets de réforme des institutions qu'on a eus, et même de la gouvernance plus généralement, que ce soit les assises nationales à partir de 2008 ou que ce soit la Commission nationale de réforme des institutions, il y a eu que ces conclusions ont été dévoyées à cause des logiques d'accès au pouvoir. Et aujourd'hui, on a un projet qui est porté par les tenants du pouvoir, notamment le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Eh bien, ce projet, c'est d'avoir un Sénégal souverain, juste et prospère. Ils ont des perspectives par rapport au panafricanisme et par rapport à l'indépendance, à la souveraineté. Mais là aussi, on a agité la question de la monnaie nationale. Le Sénégal est un pays leader dans les institutions régionales comme l'UEMOA ou la CEDEAO. Donc, est-ce que le Sénégal peut sortir comme ça sans coup férir de ces instances, de ces institutions-là, et quelles pourraient être les conséquences d'une telle décision, non seulement sur le Sénégal, mais également sur les pays membres de ces institutions communautaires dont je vous ai parlé tantôt, c'est-à-dire la CEDEAO et l'UEMOA. Et sur le plan national également, a-t-on suffisamment de force pour résister à ce tsunami que serait donc le changement de monnaie. Alors tout ça, c'est un problème. Le problème de l'emploi des jeunes, j'en ai parlé. On a aussi posé les réformes institutionnelles, rationalisation de l'hyperprésidentialisation, la réforme de l'administration. Le président Bassirou Diomaye en a beaucoup parlé dans son discours et il prône la digitalisation totale de l'administration. Cela va être un point décisif pour que toutes ces niches de corruption qui étaient donc le fait de l'administration puissent être éliminées. Il y a également la réforme de la justice, parce qu'on a eu des dérives oppressives, des dérives répressives terribles dans ce qui s'est passé depuis 2021. Eh bien, la toute-puissance du procureur de la République qui peut, par rapport à certaines catégories d'infractions, demander directement le mandat de dépôt
et que lorsqu'il requiert le mandat de dépôt, celui-ci est automatique. Et donc, le juge d'instruction qui, en principe, instruit à charge et à décharge ne peut rien faire contre cet état de fait. Alors, donc, il y a tout cela, ce qui fait qu'on a envoyé à une vitesse vertigineuse et sans autre forme de procès des gens en prison qui sont restés 6 mois, 1 an ou plus, alors qu'on n'avait pas retenu, il n'y avait pas de charge sérieuse contre elles. Et tout ça, c'est extrêmement grave pour un État de droit qu'on en arrive à ces situations, parce que ça veut dire alors qu'aucun citoyen sénégalais n'est à l'abri. À tout moment, on peut mettre quelqu'un en prison. Ça, c'est pas normal dans un État de droit. Et c'est pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye, qui avait fait un post à travers lequel on lui reprochait donc d'avoir importuné la magistrature, eh bien, normalement, c'est un flagrant délit, puisque c'était un post Facebook. Le flagrant délit, on aurait pu le juger dans la semaine. Mais les tenants du pouvoir ont dit qu'il fallait mener une instruction. Et l'instruction, eh bien, ça met du temps. Il y a un délai pour les délits, c'est 6 mois. Et lorsque les 6 mois sont arrivés à terme et qu'il fallait libérer Bassirou Diomaye, eh bien, le procureur l'a encore chargé d'infractions criminelles. Ça veut dire que si on vous charge de telles infractions, eh bien, la personne présumée vise, disons, l'inculpé, c'est-à-dire celui qui est nommément cité par le réquisitoire introductif du procureur de la République, peut rester en prison. Voilà, il n'y a pas de délai. Il peut rester en prison aussi longtemps que le juge l'estimera nécessaire. Donc là aussi, tout ça, c'est des failles de notre justice. On a vu également les difficultés que le Conseil constitutionnel a eues. On veut faire du Conseil constitutionnel un expert en informatique alors que les juges ne sont pas des informaticiens. Tout cela, on doit pouvoir le revoir et retravailler sur le processus électoral aussi. On a dit que sur le parrainage, hein, sur la rationalisation des partis politiques, tout ça, c'est des questions de fond qui appellent une réflexion de fond et qui va se faire également à travers une concertation la plus inclusive possible pour aboutir à des solutions efficaces, mais aussi à des solutions inclusives, acceptables et acceptées par tous les acteurs. Et ça, c'est ça qui va faire la force de nos institutions. Eh bien, le président Bassirou Diomaye également a beaucoup parlé du secteur privé local, le secteur privé local qui va de pair avec l'industrialisation, c'est-à-dire comment on fait pour ne pas avoir une économie extravertie, où c'est le secteur privé international qui vient s'accaparer de tous les marchés et que ces marchés-là ensuite les fruits produits par l'exécution de ces marchés sont consommés ailleurs qu'au Sénégal, alors que la croissance économique devrait avoir des effets d'entraînement sur l'économie sénégalaise, l'économie nationale, renforcer les petites et moyennes entreprises et permettre au secteur privé sénégalais de se bonifier, d'apprendre, d'organiser les conditions d'un transfert de compétences et de savoir des entreprises internationales aux entreprises locales. Tout cela, c'est des chantiers essentiels qui sont agités par le nouveau pouvoir. Un changement de paradigme, où là, ça va être une question de fond. Comment on va faire pour contourner le système clientéliste sénégalais que l'on vit depuis le début de l'indépendance? Est-ce que en faisant cela, on ne risque pas de scier la branche sur laquelle on est assis, puisqu'on a un système qui fonctionne de façon clientéliste? Comment les tenants du pouvoir vont gérer leurs alliés et leurs souteneurs? Est-ce qu'ils vont les associer aux responsabilités et comment? Dès lors, est-ce qu'on ne risque pas de revivre le même partage qui a été effectué au sein de Benno Bokk Yakaar avec les conséquences qui s'y attachent, c'est-à-dire finalement que
on est dans une optique de, voilà, de partage du pouvoir, mais que les réformes structurelles qui doivent être prises pour renforcer la démocratie, renforcer l'état de droit et avoir une économie efficace, une gouvernance sobre et vertueuse sont naturellement sacrifiées à l'autel du partage du gâteau ou du partage des responsabilités si l'on va avoir un préjugé favorable. Quoi qu'il en soit, on a vu que ce qui a perdu le régime du président Macky Sall, ça a été cette volonté de partager le pouvoir avec tous ceux qui l'ont soutenu, avec l'idée que tous ces souteneurs, dans le cadre de Benno Bokk Yakaar, devraient aller dans le sens de construire l'hégémonie du président Macky Sall. Donc Benno Bokk Yakaar comme l'APR ont été des instruments pour les ambitions de pouvoir du président Macky Sall. Donc là, on se retrouve également, et l'actuelle équipe dirigeante se retrouve face à cette réalité. Comment ils vont faire pour se départir des souteneurs? Comment ils vont faire pour les fidéliser et les motiver pour qu'ils continuent à les soutenir? Alors, s'ils ne les associent pas au partage des responsabilités, c'est un problème. Alors, qu'est-ce qui va s'en suivre? C'est pourquoi, disons, rupture paradigmatique. Je pense qu'il y a au moins une rupture par rapport aux hommes qui gouvernent. Dans ce cas, on est déjà dans une alternance. Mais l'alternative, je pense qu'il faut encore attendre et voir comment le nouveau pouvoir va se comporter et quels vont être les actes majeurs qu'il va poser dans le sens de cette rupture paradigmatique et quelles sont les conséquences que cela va entraîner. Donc voilà un peu, grosso modo, ce que je pouvais dire par rapport à l'élection présidentielle de 2024. C'est une élection qui s'inscrit dans la continuité de cette idée, à savoir que les constructions hégémoniques du pouvoir personnel contredisent et nourrissent tout à la fois l'institutionnalisation de la démocratie. On l'a vu sous Diouf, on l'a vu sous Senghor, on l'a vu sous le président Wade, on l'a vu également sous le président Macky Sall. Quand il a dépassé les 8 ans à partir desquels il y a une sorte d'usure du pouvoir qui diminue fortement sa légitimité et sa capacité à prendre certaines décisions autoritaires, à perpétuer certaines pratiques autoritaires. Quand il a voulu continuer, vous avez vu qu'il y a eu une opposition farouche qui s'est dressée contre lui, alors que son objectif, disait-il, c'était de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Ça a été une erreur. Et donc, maintenant, il a heureusement qu'il a ouvert au dernier moment, mais mieux vaut tard que jamais. Il a renoncé à la 3e candidature, illégale au regard de la Constitution. Il a également, finalement, il a libéré tous les détenus politiques, y compris Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye, en pleine campagne électorale. Et donc, il a quelque part, pour le moment, il semble avoir bien négocié sa sortie. Mais les jours qui viennent, les mois qui viennent, les années qui viennent, vont nous conforter davantage ou infirmer, si besoin en est, ces hypothèses qui sont posées, à savoir qu'il est très difficile de contourner le clientélisme. Eh bien, comment ils vont s'y prendre? Parce que pour le faire, il ne faudrait pas être obnubilé par la réélection. C'est pourquoi les Assises nationales prévoyaient même un mandat unique, à l'issue duquel on va remettre en ordre le pays dans ses institutions, dans les principes de gouvernance, dans le toilettage donc des textes et dans l'insertion des préoccupations politiques, des préoccupations des Sénégalais au cœur de l'action publique et politique. Donc voilà, c'est sur ces questions-là qu'on attend le nouveau pouvoir. Est-ce qu'il y aura une rupture paradigmatique? Je pense que pour le moment, c'est encore trop tôt de l'affirmer. En tout cas, le premier gouvernement qui a été mis en place, c'est un gouvernement qui ne reflète pas cette idée de partage du gâteau ou partage des responsabilités. Maintenant, on va voir dans quelle mesure
les dirigeants actuels pourront résister aux pressions politiques et dans quelle mesure ils auront la capacité à mettre en œuvre les réformes. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le modérateur, cher Monsieur Thior, eh bien, voilà ces quelques idées que je voudrais mettre à contribution pour lancer le débat. Je vous remercie infiniment. Merci à vous, M. John, pour cette belle présentation qui nous a permis de mieux comprendre les enjeux cruciaux entourant l'élection présidentielle du mois de mars dernier, du 24 mars dernier. Vos perspectives et analyses ont été d'une valeur inestimable pour nos discussions. Et vous avez notamment souligné le fonctionnement du système politique sénégalais à travers les différentes crises survenues sous différents régimes, de Senghor à Wade, puis de Wade à Macky et enfin de Macky à Sonko. Cette analyse approfondie nous a permis d'avoir en tout cas une vision plus claire et complète de l'évolution politique du pays. De plus, vous avez abordé la question de la rupture et les différentes réformes proposées par le président nouvellement élu. Celui-ci promeut des réformes dans des domaines essentiels tels que la justice, l'emploi, la réforme des institutions, la lutte contre la corruption, la digitalisation de l'administration, la promotion du secteur privé national, pour ne citer que cela. Ces réformes constituent bien évidemment des axes majeurs de son programme politique visant à répondre aux attentes de la population et à instaurer un réel changement dans le pays. Je voudrais à présent ouvrir la question de la session de questions et réponses. C'est l'occasion pour vous, chers participants, de poser vos questions à M. John ou de partager vos réflexions sur les thèmes abordés au cours de cette conférence. N'hésitez pas à lever la main ou à utiliser la fonction de chat pour participer. Je vous remercie. Antoine Thiaw, allez-y, Monsieur Thiaw. Merci beaucoup, modérateur. Je vous félicite quand même pour l'initiative que vous avez prise d'organiser ce panel. Je tiens aussi à remercier le professeur John qui est toujours fidèle à sa réputation d'expliquer clairement quand même les questions liées aux sciences politiques. J'ai toujours eu l'amour et le plaisir de le suivre avec une attention particulière. Je lui remercie pour cela. Ma préoccupation majeure se tourne souvent sur la politique, en fait l'esquisse de politiques publiques qui ont été dégagées non seulement par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lors de sa prestation de serment, mais aussi qui ont été aussi déclinés par son premier ministre, à l'occurrence M. Ousmane Sonko, ces politiques publiques qui peuvent être résumées sur le triptyque « un pays souverain, juste et prospère ». On l'avait vu dans le passé avec le gouvernement sortant de Macky Sall, qui était basé sur le Yoonu Yokkute, le projet du Yoonu Yokkute. Mais comme l'a dit le professeur tantôt, avec les jeux d'alliance, on a eu le Benno Bokk Yakaar. Est-ce que, je pose la question à savoir, est-ce que le gouvernement actuel ne va pas se buter sur cette même erreur de Benno Bokk Yakaar en se départisant du projet de PASTEF pour non seulement créer quand même, je ne sais pas quelle coalition ça emprunterait, la coalition Diomaye président, pour quand même baser, non seulement greffer son projet de PASTEF à l'alliance Diomaye président. C'est la première question que je voudrais poser très rapidement. La deuxième est que, vu tout ce qu'il a eu à dire, est-ce qu'on n'assisterait pas quand même au syndrome de 62, c'est-à-dire de Senghor avec Mamadou Dia,
ou bien de Idrissa Seck avec Abdoulaye Wade, est-ce qu'on n'assisterait pas à ce syndrome entre le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, d'autant plus que la puissance qu'avait Ousmane Sonko en tant qu'opposant, qui presque, il a eu à le rappeler, c'est lui qui a eu à élire les maires, les présidents de conseils départementaux, c'est lui qui a eu à élire des députés suppléants, et c'est lui qui a eu à élire même le président Bassirou Diomaye Faye, qui à son retour, avec sa puissance du régime présidentiel, et il a eu à prendre un décret qui nomme Ousmane Sonko comme premier ministre. Est-ce qu'on n'assisterait pas à une dualité au sommet de l'État? C'était les deux préoccupations que je voudrais poser au professeur John, et je lui estime toute ma gratitude et mon respect. Allô? Monsieur Allô, le modérateur. Oui, je réponds directement ou vous prenez la parole avant? Oui, allez-y, répondez directement. Ah, très bien, ok, merci beaucoup. Alors, ça, c'est des questions très intéressantes posées par notre cher ami. Eh bien, voilà cette question sur la gestion de la coalition Diomaye Président, j'en parlais tout à l'heure. Est-ce que le projet va être mis en avant et l'attractivité du projet mise en avant pour directement parler aux Sénégalais? En ce moment-là, les tenants du pouvoir vont contourner un peu les appareils politiques qui les ont soutenus. Maintenant, le problème, c'est qu'on est face à des défis structurels. Et comment, face à ces défis, à ces problèmes structurels, on arrive à apporter des réponses efficaces sur le plan conjoncturel, c'est-à-dire à court terme? Ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté maintenant, c'est que si on ne motive pas et on ne fidélise pas la coalition Diomaye Président, et parce qu'ils veulent aussi être impliqués dans l'exercice des responsabilités, eh bien, cela aussi, c'est un risque. L'autre risque également, c'est que à vouloir être dans le partage des responsabilités ou partage du gâteau, comme on l'a fait dans le cadre de Benno Bokk Yakaar, cela va poser aussi un autre problème. Est-ce que la coalition Diomaye Président va pouvoir concrètement effectuer les réformes qui sont envisagées? Ça, mais en attendant de voir, on attend de voir quelles sont les perspectives qui seront privilégiées en ce sens par les tenants du pouvoir. Alors, sur le bicéphalisme, président Diomaye, Premier ministre Ousmane Sonko, je pense qu'on peut avoir un a priori favorable. Parce que quand même, Ousmane Sonko, c'est lui, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il a fait élire des maires et des présidents de conseils régionaux. Il a fait élire des députés. Et quand bien même lui n'était pas candidat, parce que la composante des titulaires de la liste a été invalidée. Donc ça, malgré cela, il a quand même fait campagne et a fait élire les députés suppléants. Ça, c'est une générosité politique qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir. Et quand il s'est agi de ce que sa candidature ayant été écartée, de choisir une alternative, il a proposé Bassirou Diomaye et l'a soutenu et a fait campagne pour Bassirou Diomaye. Donc ça aussi, c'est une générosité qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le champ politique parce que les politiques souvent ont des égos hypertrophiés. Deuxième chose aussi, c'est qu'ils partagent le projet en commun. C'est un projet qui a été concocté depuis 2019 et ce projet-là a été donc amélioré, consolidé en 2024. Donc voilà déjà une dimension objective. Ensuite, le président Bassirou Diomaye, qui est un homme intelligent, structuré et pondéré, qui n'a pas un ego surdimensionné, je pense que ça peut être une opportunité de réforme s'il a avec lui un Premier ministre qui lui-même a une forte influence politique. Ça peut faciliter la rationalisation de l'hyper-présidentialisation, de mon point de vue. Ça peut être une opportunité en ce sens et qu'il faut peut-être avoir un a priori favorable, que les choses se passeront bien dans l'ensemble, dans la collaboration entre les deux hommes. Merci, M. John. M. Bassirou Fall, vous avez la parole.
Monsieur Fall, vous êtes là? Monsieur Cheikhouna Bamba Ndiaye. Après, Mamadou Lamine Diallo, vous avez la parole. Cheikhouna, vous êtes là? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous, grand modérateur, et au professeur John. Vraiment, merci pour la belle intervention. Très riche d'enseignements et bien mis dans l'actualité sénégalaise. Vraiment, nous vous remercions et témoignons toute notre affection et gratitude. Je suis Ahmed Bamba Ndiaye, étudiant en sciences politiques en licence 2 à l'université Victor Hamidou Kane, attachée à l'UNO de Thiès. Alors, je voudrais poser une question qui véritablement me transcende l'idée. Il s'agit de, est-ce que véritablement, on pourrait penser à un avenir politique radieux de Pastef qui véritablement a élu des maires et des présidents. Mais est-ce que véritablement Pastef, dans son gouvernement, dans lequel on note bien qu'il y a pas mal de ministres qui véritablement n'ont pas de base politique dans les différentes régions où ils se sont basés. Donc, ils n'ont pas véritablement de base politique. Est-ce que véritablement, peut-être en 2029 ou bien aux législatives prochaines, est-ce que Pastef pose espérer véritablement une masse électorale, comme il s'en est bien sorti aux municipales récentes et à cette élection présidentielle récente? Voilà ma question. Merci. Voilà, merci beaucoup, cher Ahmadou Bamba Ndiaye, pour cette question très, très pertinente. Vous avez remarqué, en effet, qu'il y a eu beaucoup de ministres qui ont été choisis, mais qui n'ont pas, à proprement parler, une base politique. Ça, c'est important, c'est intéressant de le souligner, parce que la base politique, eh bien, c'est ça qui fait une élection, en tout cas une implantation politique et la capacité de mobilisation électorale. Donc, si on a un parti qui a des cadres chevronnés, des technocrates qui sont très bons dans l'exercice des affaires publiques, dans la conduite des affaires publiques, eh bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Des politiques. Les politiques qui encadrent les populations et les amènent à soutenir le pouvoir. Or, en démocratie, c'est un jeu de collecte de suffrages. Donc, si vous n'avez pas des collecteurs de suffrages efficaces et que vous avez des techniciens hors pair pour sortir le pays de ses difficultés, eh bien, au plan technique, eh bien, on a un problème. Après, si les décisions techniques ne sont pas bien réceptionnées par les Sénégalais, ça peut entraîner très vite une rupture entre le pouvoir mis en place et les Sénégalais. Et ça peut avoir des conséquences électorales qui peuvent être très dures pour le pouvoir nouvellement installé. Mais de là, est-ce qu'il faut à partir de là, maintenant, c'est la question que je me posais, être dans une logique clientéliste pour pouvoir se construire une force politique, une capacité à gérer et à gouverner concrètement? Ça aussi, c'est une difficulté parce que en laissant en rade ce qui concrètement participe efficacement à recueillir les suffrages au profit de la majorité, eh bien, cette majorité peut se retrouver très vite minoritaire, surtout si les décisions qu'elle prend ne sont pas suffisamment efficaces, ne sont pas prises rapidement. Il peut y avoir très vite une déconnexion du peuple. Et ça, c'est un risque majeur que va gérer le PASTEF et notamment les dirigeants, Bassirou Diomaye Faye, et le président Bassirou Diomaye Faye et le président, le premier ministre Ousmane Sonko. Merci, M. John. M. Mamadou Lamine Diallo, vous avez la parole. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, mon nom c'est Lamine Diallo. Je suis étudiant en politique et management public au niveau de l'université
numérique chez Hamidou Kane. Je profite de l'occasion pour en tout cas remercier l'infatigable professeur pour avoir en tout cas voulu nous modérer cette science qui est vraiment d'une très grande importance. Mais également profiter de l'occasion pour saluer le président de l'association, M. Diatta, et également, monsieur le modérateur, vous avez mes salutations les plus respectueuses. Alors, je m'en vais rapidement poser ma question au professeur. Disons, ma question est la suivante. Aujourd'hui, on a déjà un gouvernement qui est sur place, qui est déjà, comment dirais-je, un régime qui est déjà élu et qui est au pouvoir. Alors, il y a des réformes que ce gouvernement souhaite, disons, appliquer, mais impérativement, parfois, sur certaines réformes, il faut impérativement passer par l'Assemblée nationale. Et à l'heure actuelle, le constat est là. Au niveau de l'Assemblée nationale, l'opposition n'est pas majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, pour la mise en œuvre, disons, du projet de ce nouveau régime, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y aurait pas de blocage, en tout cas pour faire valider le projet, pour la mise en œuvre de ce projet-là, du point de vue, parce que l'Assemblée, du point de vue, on peut constater que au niveau de l'Assemblée nationale, l'opposition n'a pas la majorité. Et on nous dit de l'autre côté, en tout cas, pour pouvoir, disons, il faudra impérativement dissoudre l'Assemblée nationale au bout de 6 mois, alors que les besoins sont là, la population est trop exigeante par rapport à la mise en œuvre de leur politique, par rapport à la mise en œuvre du projet. Est-ce qu'il n'y aurait pas de blocage parce que la population ne peut pas se permettre d'attendre parfois dans le délai de 6 mois pour pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale avant que le projet ne soit mis en œuvre? Voilà donc mon inquiétude à ce niveau-là, si vous pouvez apporter des éclaircissements, professeur. Et merci, je vous redonne la parole. Voilà, merci beaucoup. C'est très pertinent, très cher Lamine, c'est très pertinent la question que vous avez posée. Alors, mais vous avez raison, parce qu'en réalité, le PASTEF, en tout cas ceux qui sont arrivés au pouvoir, n'ont pas une majorité à l'Assemblée nationale. Et on peut même pousser plus loin en disant qu'il y a eu une césure même au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. Parce qu'on a vu qu'à un certain moment, il y a eu des divergences entre Taxawu Sénégal de Khalifa Ababacar Sall et le PASTEF d'Ousmane Sonko. Eh bien, ces divergences ont été liées à la décision prise par le camp de Khalifa Sall de participer au dialogue, alors que le camp d'Ousmane Sonko refusait la participation au dialogue. Et donc, à partir de là, sur cette question du dialogue à l'époque, il y a eu des divergences qui ont fini par entraîner donc des distances entre les deux groupes. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On a vu aussi que le PDS a appelé à voter massivement pour la coalition Diomaye président. Et le PDS a un groupe parlementaire. Donc ça, est-ce que les négociations vont se poursuivre entre le PASTEF et le PDS? Est-ce que le PASTEF va tendre la main au groupe de Khalifa Ababacar Sall pour que ce groupe puisse soutenir ces initiatives? Peut-être que là, il peut y avoir des compromis, mais en tout cas, et c'est ça qui est intéressant à l'Assemblée, on peut trouver des compromis sur certaines questions. Ça dépend si le pouvoir a des arguments convaincants pour apporter les solutions idoines aux problèmes qui se posent aux Sénégalais. Et il ne faut pas oublier aussi que c'est un pouvoir qui a actuellement un certain état de grâce, et peut-être cet état de grâce va un peu les accompagner pour que les différentes forces présentes à l'Assemblée nationale puissent les soutenir. Mais ça, c'est des réalités qu'on verra concrètement comment le duo président Bassirou Diomaye et le premier ministre Ousmane Sonko vont s'y prendre. En tout cas, ils n'ont pas la majorité et pour cela, ils ont nécessairement, et à cause de ça, ils ont nécessairement besoin de négocier au sein de l'Assemblée nationale. Et la plupart de ceux qui sont dans la coalition Diomaye, il y en a beaucoup qui n'ont pas aussi de représentants à l'Assemblée nationale. Donc
tout cela montre qu'il y a quand même un travail réel à faire pour se rapprocher des autres groupes. Et puis aussi, le temps qui nous sépare à septembre 2024, parce que c'est en ce moment que l'Assemblée nationale pourra être dissoute pour l'installation d'une nouvelle législature. Et ça, c'est important de mon point de vue. Mais d'ici là, les tenants du pouvoir seront obligés de trouver par des voies négociées, des plages de convergence avec certains groupements politiques représentés à l'Assemblée nationale afin de gouverner. Merci, M. John. Je donne la parole à Mamadou Lamine Diallo. M. Diallo, vous êtes là? Oui. J'ai déjà pris la parole, M. Thior. J'ai déjà pris la parole. C'est moi qui avais intervenu tout à l'heure. Oui, vous êtes Lamine Diallo. Là, je donne la parole à Mamadou Lamine Diallo. Merci, monsieur le modérateur, pour la parole. Je remercie aussi les initiateurs de cette organisation, que je remercie, l'Association des politistes de l'Afrique. Je remercie également la bien présentation du professeur Maurice John. On a vraiment beaucoup de plaisir à vous écouter, comme toujours, à vous suivre. Et nous, étudiants de l'Université du Mérite, je pense que c'est pour nous une nouvelle occasion de recevoir un cours magistral. Sans plus tarder, je vais poser des questions. Je pense que la première question, déjà, mon nom voilà, Lamine Diallo l'a posé tout à l'heure. Je vais compléter. Quand on regarde ce qui se passe, on peut dire que effectivement, c'est l'opposition qui a la majorité à l'Assemblée nationale. Et dans quelques jours ou mois, peut-être le nouveau gouvernement va faire sa présentation de politique et qui pourrait subir les mêmes choses que le Premier ministre Amadou Ba la fois passée, parce qu'on a vu avec la motion de censure qui a été adoptée, ici aussi la question de confiance sur la politique. Donc ce sont des mécanismes qui sont prévus par la Constitution qui pourraient constituer des blocages pour le nouveau gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre Manchonko et ses collaborateurs. C'est la raison pour laquelle je pose la question. Est-ce qu'on ne peut pas redouter cela au professeur Maurice Gedson? Alors, la deuxième question, c'est le mois de mars passé, notamment le 19, vous aviez, lors des tournées virtuelles organisées par le SARAC, vous aviez parlé avec le professeur Abdoulaye Dié et le professeur Ababakar Gueye de l'UCAD sur les décisions du Conseil. Et vous aviez expliqué un peu un concept que j'ai vraiment aimé, que vous aviez parlé de politisation du droit et de judiciarisation de la politique. Est-ce qu'on ne peut pas aussi aujourd'hui, parce qu'avec les réformes que le président Diomaye a proposé, par exemple dans le cadre de programme, le projet, on voit beaucoup de choses, notamment peut-être, pour ne pas aller plus loin, dire que finalement il y a des réformes sur les institutions, on parle du président de la République aujourd'hui avec la réduction de ses pouvoirs, et je me pose la question, comment cette réduction on va pouvoir l'avoir, peut-être comme au Tchad, où par exemple avec la nouvelle constitution, on a vu, on a un peu donné on a expliqué un peu comment on va engager la responsabilité du président. Au Sénégal, l'article de la Constitution peut seulement la haute trahison qui n'est pas du tout définie. Est-ce qu'au Sénégal, on peut espérer une définition? Et la dernière chose, c'est la paternité des constitutions. Vous l'avez dit même dans votre intervention, le professeur Maïtidia l'avait rappelé. Est-ce que ce sera une constitution avec une nouvelle alternance du président Bassirou Diomaye, comme on a l'habitude de le voir avec ses prédécesseurs? Est-ce que si on a une nouvelle constitution, ce sera aussi les mêmes choses, ou bien avoir une nouvelle constitution comme les constitutions qui ont été déjà proposées lors des assises, et notamment la constitution de Amadou Massambé? Voilà donc, cher professeur, et merci encore à mon ami, le modérateur Abbassia, pour l'invitation et également
Je vous félicite pour la brillante organisation de ce panel. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Mamadou Lamine Diallo, pour vos questions fort pertinentes. Je pense que la première question, c'est bien sur la coalition Diomaye Président. Oui, c'est une suite de la question de tout à l'heure de M. Lamine Diallo. Si vous parlez de l'opposition qui a aujourd'hui la majorité à l'Assemblée nationale, si aujourd'hui le président, le nouveau gouvernement veut faire la présentation politique, est-ce que ça peut pas être un blocage, par exemple, pour une question de confiance ou bien une motion de censure que pourrait adopter les députés de l'opposition, comme c'est le cas avec le gouvernement du président premier ministre sortant, M. Amadou Ba. C'est ça la première question. Allô, professeur? Il me semble que la connexion est détruite. Est-ce que vous me recevez? Je pense qu'il a quitté. Hein. On va attendre dans un instant, peut-être. Voilà. Merci. Voilà, bon, Monsieur Thior, si vous permettez, je voudrais profiter de cette absence du professeur pour signaler aux participants, avant de prendre la parole, nous vous prions vraiment de se présenter avant de poser vos questions. C'est important pour nous. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher modérateur également. Voilà, j'ai eu une petite coupure, je suis désolé. Alors, je voudrais dire que je disais que par rapport à cela, donc, est-ce qu'on va fidéliser les alliés? Et pour les fidéliser, il va falloir les associer à l'exercice du pouvoir. Et si on ne le fait pas, est-ce qu'on ne va pas les démotiver? Ou alors, est-ce que le président Diomaye et son premier ministre veulent directement s'adresser aux Sénégalais? Et auquel cas, ils vont être confrontés à cette difficulté d'avoir des problèmes structurels à résoudre sur le plan conjoncturel, c'est-à-dire à court terme, ce qui est difficile à faire. Et donc, est-ce que la connexion avec le peuple va se poursuivre au-delà du fait qu'on a voulu évincer le régime du président Macky Sall, en lequel on a vu la continuité à travers le candidat Amadou Ba. Alors, l'autre question, ça va être les réformes. Je ne pense pas qu'on ait forcément besoin d'une nouvelle constitution, de mon point de vue, mais on peut procéder à des réformes du code pénal, réformes par rapport à la justice, réformer le rôle, les pouvoirs exorbitants qui sont reconnus aux procureurs de la République et qui sont un danger réel pour les droits et libertés des citoyens. Et donc, il est possible aussi de rationaliser la toute-puissance du président de la République. Et le fait qu'on ait un président de la République qui a certes été élu au suffrage universel, mais qui en fait a été porté par l'aura, l'influence de son Premier ministre, ça aussi, ça peut être une opportunité pour rationaliser le jeu. Mais rationaliser le jeu en prenant en compte aussi la nécessité de ne pas avoir des solutions qui vont entraîner des conflits entre les deux personnalités du pouvoir exécutif. Merci, M. John. Je donne la parole à M. Gorgui Malick Niang. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, cher modérateur. Merci beaucoup, cher professeur.
Je suis Gorgui Malick Niang, doctorant en sciences politiques sous la direction de notre cher professeur Maurice Soudieck-Dione, ici présent. Je voudrais rester sur la question de la problématique de la configuration de l'Assemblée nationale. Je voudrais dire que est-ce qu'il ne serait pas aujourd'hui un paradoxe de vouloir reconduire les mêmes pratiques politiques pernicieuses, si je peux dire, et de peut-être parler de rupture, c'est-à-dire on parle de le camp du pouvoir dans l'opposition, dénoncer tout le temps ce qu'on appelle la majorité mécanique du pouvoir. Et est-ce qu'aujourd'hui il faut rester dans cette pratique, vouloir avoir plus tard une majorité mécanique et de faire passer toutes les lois et de parler de rupture en même temps? Merci beaucoup. Merci beaucoup, très cher Gorgui Malick Niang, un de nos brillants produits de l'UGB et qui poursuit sa thèse avec moi. C'est vrai, reconduire les mêmes pratiques, ça va être un problème, vous avez raison, c'est un problème réel de volonté politique. C'est-à-dire, et là, on va voir concrètement, est-ce qu'il y a une réelle volonté politique de réformer? En tout cas, on a vu avec le gouvernement qui a été mis en place, c'est un gouvernement qui n'est pas un gouvernement de partage des responsabilités. Avec la coalition Diomaye Président, on verra la suite. Mais on voit aussi qu'il y a une difficulté avec par rapport aux pratiques politiques anciennes, ces pratiques que vous qualifiez de pernicieuses. Effectivement, quand on a une majorité, c'est John Stuart Mill qui dit qu'il peut y avoir un individu peut exercer une tyrannie, mais il peut y avoir également une tyrannie de la majorité. Et ça, c'est extrêmement important. Et que si aujourd'hui, mais en même temps aussi, PASTEF a besoin d'une majorité pour gouverner. Mais généralement, quand les Sénégalais vous élisent, généralement, ils vous donnent les moyens pour vous regarder à l'œuvre et apprécier. Donc, avec l'installation du nouveau pouvoir, s'il y a des combinaisons politiques efficaces, ils peuvent avoir la majorité à l'Assemblée. Je ne pense pas que ce soit un problème majeur, parce que généralement, les Sénégalais votent de façon assez cohérente. La plupart des régimes qui se sont installés, on leur a donné ensuite la possibilité de mettre en œuvre leur programme. Ça s'est vérifié avec le président Wade, ça s'est vérifié avec le président Sall. Maintenant, on va voir ce que ça va donner avec le président Bassirou Diomaye Faye. Mais quoi qu'il en soit, il a besoin d'une majorité pour gouverner. Peut-être que cette majorité, il va l'avoir avec seulement des députés de son camp, mais il n'est pas exclu que dans l'hémicycle, il y ait des formes de négociation et d'association de groupes parlementaires, d'associations de députés qui puissent se faire au-delà des appartenances à des partis ou à des coalitions pour constituer une majorité de gouvernement. Ça aussi, c'est une perspective, mais la majorité mécanique n'est pas forcément l'expression ou le prolongement de pratiques pernicieuses. C'est-à-dire que si déjà on a des pratiques, on a une volonté de réformer concrètement, d'avoir une gouvernance sobre, vertueuse et de contrôler effectivement l'action publique et politique de tous, de tous les responsables, ça c'est une bonne chose, mais il faut mettre en avant, je le disais tantôt, la concertation. Même si on a la majorité, on a le droit et même le devoir d'écouter la minorité, d'écouter les autres Sénégalais et de prendre des décisions qui vont être les meilleures pour tous les Sénégalais, parce qu'au-delà des majorités et au-delà de la majorité et au-delà de la minorité, il y a qu'on travaille pour l'intérêt du Sénégal. Et donc, c'est extrêmement important qu'on mette l'accent sur cette dimension. Je vous remercie, M. John. À présent, je donne la parole à M. Demba Baldé. M. Baldé, est-ce que vous êtes là? Mamadou Pouy, allez-y. M. Mamadou Pouy. Oui,
Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur le modérateur. Bonsoir, monsieur professeur Maurice Ndiaye-Dione. C'est toujours un plaisir pour nous de vous écouter, vos interventions. Je réponds au nom de Mamadou Pouye, étudiant en première année de master à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Avant tout d'abord, permettez-moi de féliciter l'association pour cette belle initiative. Maintenant, j'avais des questions à poser. La première a été pratiquement posée par les camarades qui m'ont précédé par rapport à la situation de l'Assemblée. La deuxième question est de savoir quel est l'avenir de certaines personnalités politiques. Je prends l'exemple de Khalifa Sall, Idrissa Seck, qui ont eu des pourcentages faibles aux dernières élections présidentielles. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on tend véritablement vers un renouvellement de la classe politique sénégalaise? Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Pouye. Vous posez une question extrêmement importante, c'est-à-dire la reconfiguration de l'espace politique sénégalais. Vous le savez certainement, le cas d'Idrissa Seck, que vous soulignez, au milieu de 19% d'une page et qui se retrouve à moins de 1%. Monsieur Pouye, est-ce que vous pouvez désactiver votre micro, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Je dis qu'il a... Monsieur John. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je dis qu'il a eu à faire une chute vertigineuse de 20%. Il est tombé à 1%. Donc, ça veut dire on va nécessairement vers une reconfiguration politique. Mais également, oui, je sais que c'est vrai que l'écart est trop grand, mais il faut peut-être être plus prudent parce que cette élection-là, je vous dis qu'il y a eu un détournement référendaire du scrutin parce que c'était comme si on devait voter pour la continuité du régime du président Macky Sall à travers son candidat, celui de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, ou alors est-ce qu'il fallait voter pour le changement. Donc ici, on voit bien que les autres acteurs n'ont pas été dans la problématique électorale. Mais si on va vers des élections législatives, certes, on peut avoir aussi une autre problématique électorale qui va en faveur des tenants du pouvoir, c'est que les Sénégalais peuvent se dire, eh bien, nous leur avons donné la présidence, ils ont besoin de l'Assemblée nationale pour gouverner, on leur donne la majorité. Ça, c'est une option. Mais c'est une option qui est risquée parce que, eh bien, le peuple peut avoir des comportements, et les Sénégalais peuvent avoir des comportements électoraux qui peuvent être surprenants. Donc, il faut faire attention par rapport à cela et voilà, et faire en sorte que ils aient une majorité, mais cette majorité-là ne doit pas être, comme le disait tantôt Gorgui, une majorité mécanique qui fait tout passer selon le bon désir et le bon plaisir de nos dirigeants. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on va vers une recomposition du jeu politique parce que les Sénégalais aussi ont durement sanctionné l'ancienne classe politique. Le président Sall a été sanctionné, eh bien, son candidat a été sanctionné, Idrissa Seck qui a rejoint la majorité alors qu'il était le chef de l'opposition également a été durement sanctionné et tout le reste. Mais avec ce bémol que dans la problématisation électorale du scrutin du 24 mars dernier, on était plus dans l'optique de voter ou pour la continuité ou pour la rupture et la majeure partie des Sénégalais a voté pour la rupture et a voté pour la coalition de l'opposition qui était la mieux placée et qui incarnait au mieux cette rupture. Merci, M. John. À présent, nous allons prendre une avant-dernière question. Je donne la parole à Amadou Julde Diallo. M. Diallo, est-ce que vous êtes là? Merci. Je me nomme Amadou Julde Diallo. Je suis étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, master en sciences politiques.
Nous vous remercions, monsieur le modérateur, de nous passer la parole et nous permettre ainsi de présenter à vous et aux membres du panel l'Association des étudiants africains en sciences politiques. Avant tout propos, nous souhaiterons, très cher professeur Maurice Soudieck-Dione, vous exprimer toute notre gratitude pour la présidence de ce panel. Nous exprimons le même sentiment de reconnaissance à l'éminent politiste Abbas Dior, modérateur du panel. Alors, cher professeur, j'ai une préoccupation par rapport à la formation de ce nouveau gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye. On constate que la plupart des membres du gouvernement sont des technocrates ou des techniciens, si je peux le dire ainsi. Alors, Abdou Diouf, à son époque, avait envoyé des étudiants pour aller se former à l'étranger dans des différents domaines. Et à leur retour, ils sont venus occuper des postes. On constate qu'à la fin de leur mandat ou à la fin de leur contrat, ils avaient fait des essais. Au même moment, des personnes qui ne sont pas, disons, diplômées, qui n'avaient pas fait des études un peu avancées, avaient réalisé des progrès dans le domaine du transport. On peut citer le cas de Ndiaga Ndiaye, dans le domaine de l'électricité, Madame Bassok, dans le domaine de l'agriculture, et ainsi de suite. Alors, on se rend compte que là, dans ce nouveau gouvernement, on a un peu ce type de configuration. Est-ce qu'il est possible de faire une corrélation par rapport à cette idée, n'est-ce pas, comme adresse par rapport aux techniciens ou bien aux technocrates, aux personnes de haut niveau qu'on a donné la responsabilité de certains domaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très cher Amadou Julde Diallo. Alors moi, je pense que en réalité, vous avez posé la question des technocrates dans le gouvernement, mais je pense qu'il n'y a pas forcément une césure entre les technocrates et les politiques, parce que les politiques peuvent aussi être des technocrates. On peut avoir un expert dans un domaine professionnel pointu, par exemple, et qui s'engage en politique. En ce moment-là, le politique est aussi un technocrate. Le technocrate aussi peut s'engager en politique et donc, à partir de sa position technocratique, chercher à collecter des suffrages, en tout cas, compétir dans la course au suffrage. Donc, ça, c'est une possibilité. Mais ce que vous dites essentiellement pose également le problème du soutien populaire du gouvernement. Certes, si vous mettez que des techniciens, le gouvernement n'est pas soutenu populairement. Et si le gouvernement n'est pas soutenu au sens populaire du terme, il y a une rupture de la connexion entre gouvernants et gouvernés. Et ça aussi, ça fait partie des difficultés de la démocratie. Est-ce qu'on va mettre des technocrates qui vont agir ou est-ce que en démocratie, on dit que le pouvoir émane du peuple? Mais le peuple, même s'il n'est pas éclairé, ben c'est le peuple, vox populi, vox dei. Donc, même si les technocrates ont cette capacité à régler les problèmes de façon efficace parce qu'ils sont des experts en la matière, eh bien, il faut aussi qu'on se connecte, que les gouvernants se connectent aux gouvernés. Parce que c'est ça l'essence de la démocratie. Et c'est tout le problème du Sénégal, parce qu'on voit que la façon dont les gouvernants se connectent aux gouvernés, c'est une connexion clientéliste. Et c'est cette connexion clientéliste qu'on veut corriger, voire qu'on veut abandonner. Mais comment abandonner cette connexion si on ne veut pas couper les politiques d'avec les citoyens? Ça, c'est un problème extrêmement complexe et très difficile que le PASTEF devra gérer. Comment ils vont faire? Je sais que c'est un parti, par exemple, où les militants cotisent. Donc, c'est un parti où les militants n'attendent pas d'être entretenus, ne sont pas entretenus par les responsables. C'est déjà bien, c'est une bonne chose. Mais maintenant, dans l'optique de pacification disons, de massification du PASTEF, qui doit quand même être de la coalition, massifier un peu la coalition, la structure au pouvoir, et donc exercer effectivement ce pouvoir-là,
eh bien, ça pose un vrai problème. Comment ils vont s'y prendre? Et là, on attend de voir. Ce ne sera pas facile. Est-ce qu'on va associer ceux qui sont dans la coalition Diomaye et qui veulent accéder aux responsabilités? Comment on va les associer? Alors, il faut bien qu'on les mette quelque part, qu'on les responsabilise. Si on ne le fait pas, on peut les démotiver. S'ils sont démotivés, eh bien, ils vont se retourner contre le pouvoir qu'ils ont élu. Donc, ce sont ces questions de fond que nous avons, et je ne sais pas comment la coalition Diomaye président et le président lui-même et son premier ministre vont s'y prendre, mais on attend de voir les actes qu'ils vont poser et comment ils vont gérer tout cela. Le président Sall a voulu gérer à travers le partage du pouvoir, partage des responsabilités ou partage du gâteau, si vous voulez, mais le prix à payer, c'est que dans cette perspective, vous êtes otage des appareils politiques et vous ne pouvez pas réformer sérieusement le système. Merci, M. John. En plus de la question posée au niveau du chat, nous allons prendre une dernière question de EJO Edition. Voilà, M. John, il y a une question au niveau du chat. Vous pouvez me la dire, s'il vous plaît, monsieur le modérateur? Oui. Est-ce que l'on ne devait pas coupler les élections présidentielles et législatives une bonne fois au Sénégal pour éviter à chaque fois de dissoudre l'Assemblée nationale et organiser encore de nouvelles élections, sachant que le nouveau gouvernement aura besoin nécessairement d'une majorité pour gouverner? Oui, c'est vrai, c'est une question intéressante, mais cette question a été liée au fait que le mandat du président était de 7 ans, alors que le mandat de l'Assemblée nationale des députés était de 5 ans. Donc, c'est ce décalage de 5 ans qui a créé le problème. Par exemple, si le président Sall avait respecté sa parole de faire 5 ans, on aurait eu les élections présidentielles en février 2017. Et donc, en juin 2017, on aurait eu la présidence, on aurait eu les législatives. Donc, quand le président a finalement fait exercer le mandat de 7 ans, ça a perturbé un peu le calendrier électoral. Et cette perturbation cette perturbation du calendrier électoral nous poursuit un peu. Heureusement qu'aujourd'hui, on a eu une élection présidentielle qui a été bouclée dès le premier tour, le 2 pile poil, c'est-à-dire le 2 qui marque donc la fin du mandat du président sortant. Mais heureusement qu'on a encore quelques 6 mois de frottement pour que le président puisse dissoudre l'Assemblée et organiser des élections anticipées. Maintenant, pendant cette période de 6 mois, il sera obligé de négocier au sein de l'Assemblée nationale avec les forces qui y sont présentes. Merci. Je donne la parole à EJO Edition. Salam alaikum wa rahmatullah. Je m'appelle Ndaïko Doufal. Alaikum salam. Allez-y, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je m'appelle Ndaïko Doufal. Je suis directrice de EJO Édition, maison d'édition en langue nationale. Je suis membre fondateur d'un journal en ligne exclusivement en Wolof qui s'appelle le Defu Waxu et j'enseigne l'écriture journalistique en Wolof au CESTI. Alors, maa ngi ndokkale bu baax d'abord le peuple sénégalais, maa ngi ndokkale tamit ci occasion bi l'université Gaston Berger. Tey gis naa le recteur de l'université Gaston Berger mu def benn communiqué di ci xamle ni ci membre gouvernement bu bees bi 8 ils sont issus de l'université Gaston Berger, à savoir le premier ministre, le directeur de cabinet et 6 ministres ñoom ñëpp jógee Gaston Berger. 6 étudiants Gaston Berger, 7 étudiants Gaston Berger, ensuite du recteur. Donc mu nekk ci gouvernement bi 8 yoo xamante ni université Gaston Berger lañ jógee, donc loolu ñu ci ndokkale université Gaston Berger. Professeur Dione maa ngi lay gërëm, maa ngi gërëm Thior, maa ngi gërëm it association étudiants yi nga xamante ni ñoo amal ndaje mi muy ndaje mu am solo.
li tax ma yëkkati kàddu ci wolof bi Cheikh Anta dafa doon wax bi fi tubaab yi nekkee dañoo yoroon réew mi ci tubaab léegi ñu ni neen la suñu defee penc ñu ni neen la te jàpp naa ni su ma la nee dama ne nga ni ma soxaluñu ab làkk jàmbur pour ñu waxante mën nañoo waxante li ñuy dégg li gën a tax it ma yëkkati kàddu ci wolof laata élection yi di am na ay tension yu fi amoon laata élection yi di am réew mi jàpp naa ni ñi ci ëpp tiitoon nañu ñi ci ëppoon jàq nañu di laaj fan lay mujjee ñëpp ragal jàpp naa ni nag li waraloon tension yooyu am ak li waraloon violence yi di am li waraloon nit ñi di bañ ñu ni lii du fi am tey du fi am ëllëg lii duñu ko nangu mooy li professeur wax sànq muy hyperprésidentialisme mooy jël lépp loo xamante ni décision la lépp loo xamante ni nguur la ñu bàyyi ko njiitu réew mi muy buum di buum mi lu ko neex mu def lu ko neex mu dindi kooku nag yaakaar naa ni du jëmale réew kanam li am solo te Penda Mbow daan ko wax tout le temps mooy des institutions fortes on n'a pas besoin d'hommes forts on a besoin des institutions fortes su nit ñi demee les institutions vont rester man nag ma jàpp ni institution forte mënul am te inclusivité totale amul ci jamonoy campagne bi ou bien avant élection yi dañ doon wax inclusivité di wax élection inclusive te élection inclusive fi ñu ko tegoon rek mooy kumba bokkul wala sàmba bokkul ñu ni kumba mënta nekk candidat wala sàmba mënta nekk candidat après ñu ni loolu non inclusivité man nag li ma jàpp véritable inclusivité mooy ñëpp bokk nag mënula am su fekkee ñu ngi jël làkk doxandéem di ko jëfandikoo làkk yi nga xamante ni waa réew mi kenn ku ci nekk benn bu ci nekk dégg nga ko te koo ni dama ni mën la kon soxlawoo jël làkk doxandéem ngir waxante teeg moom làkk doxandéem bi nag dafay indi féewaloo ndax tey jii li Cheikh Anta doon wax j'en reviens à Cheikh Anta ba tey moo fi nekk la démocratie ne peut pas être possible dans une langue étrangère la démocratie dans une langue étrangère est un leurre parce que Sénégal ñi fi dégg tubaab mooy langue officielle du Sénégal xëy na 15 à 20% la 20% maximum te xëy na eggul 20% kon bu fekkee réew moo xamante ni boo ci jëlee téeméer ñaar fukk ya li ngay wax dégguñu ko ñooñu mënuñoo bokk kon ñooñu xëy na dañ leen di nax kon ce n'est pas une véritable démocratie kon nag ma jàpp ni pour que il y ait une véritable inclusivité il ne faudrait pas exclure la majorité mooy ñi nga xamante ni ñooy population yi ñooy fal parce que président bi fi toog 20% faluñu ko ñu ko fal ñu ci ëpp dégguñu tubaab kon tey jii suy wax ak ñooñu di jëfandikoo tubaab ñooñu kon xëy na bokkatuñ bedd nañ leen muy benn bu loolu weesoo formation gouvernement bu bees bi professeur Dione bëggoon naa nga prononcé wu ci mais surtout prononcé wu ci ni nga xamante ni jigéen ñi dañ leen a beddi mu leer nag bala ñuy sori li ñuy wax féminisme pour féminisme ou bien parité pour parité ça ne m'intéresse pas et je ne suis pas pour ça je suis pour l'égalité des chances et tamit pour compétence yi ku nga xamante ni jigéen la waruñu ko teg ci place juste parce que jigéen la ñu teg ko ci place bi parce que mën na Sénégal nag jigéen ñi fi mën bari nañu te Sénégal tamit jigéen ñi dafa am loo xamante ni ñoom dañ koo xeex ba mu tollu fii ñu am ci ay avancées formation gouvernement bi man li ma jàpp c'est mon point de vue dafay delloo xeex boobu ginnaaw donte góor ñi ak jigéen ñi duñu ay noon duñu ay wujju dañoo war a complémenter ku nga xamante ni jigéen ak góor ñu ànd jàppoo loxo liggéeyandoo di xàccandoo di dóorandoo mais gouvernement boo xamante ni fanweeri nit la amul lu dul ñeenti jigéen man jàpp naa ne loolu ce n'est pas une véritable inclusivité loolu moom professeur Dione bëggoon naa nga prononcé wu ci nga wax ci lan moo ci sa xalaat li ma ci gën a déplorer ne mooy le président de la République et son premier ministre à eux deux seulement ils ont 4 femmes et ci gouvernement Sénégal 18 millions ñu ngi ci choisir ñoom 9 femmes kon jàpp naa ni kooku c'est une anomalie ma bëggoon nag professeur nga wax ci lu ci sa xalaat bëggoon naa ci xam sa xalaat ñu bëgg a wax jàpp naa ni bari nañu te tamit ci weeru koor la ñu nekk te mi ngi guddi ma bañ a guddal di leen gërëmaat di leen ndokkale jërëjëf
Voilà, merci beaucoup Ndeye Codou Fall pour ces propos fort intéressants et pertinents. Mais je vais continuer à parler français et pas Wolof, c'est le code qui a été établi. Mais pour dire que le Wolof est une très belle langue et c'est une langue qui est parlée par la majeure partie des Sénégalais. Mais il faut deux choses. D'abord, moi, je ne conçois pas le français comme une langue étrangère. Le français, c'est aussi notre langue parce que c'est notre langue de travail, c'est la langue que nous utilisons depuis que nous sommes... Voilà, depuis très longtemps. C'est notre langue de travail, c'est un outil de travail. Il faut éviter de penser que c'est une langue étrangère ou c'est la langue de quelqu'un d'autre. Du moment où c'est une langue que l'on parle depuis longtemps, il y a un processus de réappropriation. Ça, c'est un premier point. Et c'est une langue aussi qui nous permet, disons, d'être en relation avec le monde, comme l'anglais également. Voilà. Mais il faut, je suis d'accord avec vous, mettre l'accent sur les langues nationales, parler le Wolof, parler le Pulaar, parler le Serer, les autres langues. Et c'est intéressant de remarquer que promouvoir les langues nationales, ce n'est pas la wolofisation, parce que quand vous regardez bien dans la constitution sénégalaise, les langues nationales sont citées par ordre alphabétique. Donc le Wolof vient en dernière position pratiquement, alors que c'est la langue qui est la plus parlée. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux politiques qui sont majeurs. Certains se disent qu'ils ne sont pas Wolof et qu'on n'a pas à leur parler Wolof. Par exemple, chez les Halpulaar, ce sentiment est très développé. Chez les Serer également, ce sentiment est développé. Chez les Diola, peut-être, il y a aussi ces réalités-là. Je vous raconte une histoire en 2000. C'était en 2000 ou 2001, je pense, en 2000, quand le président Sall est venu à Bordeaux pour voir les Sénégalais qui y vivent, il a parlé en Wolof. Et il y a un vieux qui est Halpulaar, qui était dans tous ses états. Il a dit que le président n'a pas à nous parler Wolof, que lui n'était pas Wolof, qu'il est Halpulaar. Et donc, pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, toutes les langues nationales sur un pied d'égalité, il fallait que le président de la République leur parlât en français. Donc, vous voyez bien les questions que ça peut soulever. Maintenant, je pense qu'au Sénégal, on a fait des progrès remarquables pour parler, par rapport à la présence du Wolof. Même quand vous voyez les programmes des partis, parfois, quand vous prenez le programme du PUR, c'est Nit ak Natangué, donc Nité ak Natangué, donc l'humanisme et la prospérité, ou l'humanisation et la prospérité. Donc on est toujours dans cette perspective-là. Et l'essentiel des débats aujourd'hui sont faits pratiquement dans les médias en Wolof. On a des émissions en Wolof, on a des journaux en Wolof, etc. Donc, je pense quand même qu'il y a des pas qui sont remarquables, qui ont été franchis à travers donc l'utilisation des langues nationales pour que la majorité des Sénégalais puissent comprendre. Et ce serait bien qu'on puisse traduire des textes essentiels comme la Constitution, peut-être le Code électoral et autres en langue nationale, qu'on parle aux populations en langue nationale. Je pense que c'est un plus, mais il ne faut pas opposer langue nationale au français. Je pense que le français, c'est une langue de travail. C'est aussi notre langue, puisque nous l'utilisons depuis longtemps. On s'est réapproprié le français et on doit se réapproprier également d'autres langues comme l'anglais, parce que c'est devenu une langue incontournable sur le plan international. Et on parle aujourd'hui d'unité africaine. Eh bien, cette langue peut être même un moyen de rapprocher les différents peuples, les anglophones, les francophones, etc. Donc tout ça, j'étais à Kigali il n'y a pas longtemps, c'était un colloque international sur l'évaluation, mais on parlait anglais. Si vous ne parlez pas anglais, pratiquement, vous avez du mal à communiquer. Donc tout ça, c'est des réalités du système international. On ne peut pas revenir sur la colonisation, on ne peut pas revenir sur l'histoire. Donc il y a des parts d'histoire qu'il faut assumer. Et en les assumant, ça nous permet de mieux les digérer et en les digérant, de mieux les assimiler. Et c'est ça qui fait qu'on est dans un équilibre où
on sait qui on est et on sait ce que les autres vous apportent et comment se positionner par rapport aux autres. Mais ne pas être dans cette tension, voilà, mais être plutôt dans la complémentarité entre les langues, entre le français et les langues nationales. Je dis bien les langues nationales parce que le Wolof est une langue nationale parmi tant d'autres, et éviter aussi cette faute politique qui consisterait à vouloir l'imposer de façon trop officielle. Le Wolof s'impose, mais c'est une imposition de fait, mais ce n'est pas une imposition juridique et formelle et officielle. Encore une fois, quand la Constitution énumère les langues nationales, le Wolof arrive en dernière position. Maintenant, sur l'exclusion de la majorité, sur les femmes dans le gouvernement, je pense c'est vrai, il y a des femmes qui sont compétentes, certainement qu'on aurait pu en avoir un peu plus par rapport aux ministres qui ont été choisis. Mais moi, j'ai fait un article très critique en 2007 sur la parité, et je me disais que on ne devait pas choisir les gens sur la base du sexe, de l'appartenance à un sexe, parce que ce n'est pas une compétence et que les femmes sont douées, sont pertinentes. Il faut prendre des femmes qui sont compétentes et qui peuvent exercer le travail qui est demandé plutôt que d'être dans une optique de parité. J'avais défendu ce point de vue-là à travers un texte que j'avais publié à Walfadjri, Parité, État de droit et démocratie. C'était en 2007, j'étais encore à Bordeaux, j'étais en train de faire ma thèse de sciences politiques. Donc depuis lors, ma position n'a pas changé. Il faut mettre en avant le mérite, parce qu'on ne peut pas concevoir un pays sous-développé et qu'on puisse choisir les gens sur la base de leur appartenance sexuelle. Ça n'a pas de sens parce que les pays les plus développés ne le font pas, et pourquoi nous devrait-on le faire? Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'il y a des femmes compétentes. On ne peut pas dire que toutes les femmes sont incompétentes. Il y a des femmes très compétentes qui sont parfois même plus compétentes que les hommes. Moi, je n'ai pas de problème à cela, qu'on les choisisse, mais c'est juste qu'il faut mettre en avant le mérite. Il faut mettre en avant le mérite, c'est important, et mettre aussi le curseur sur le fait que la parité ne concerne que les instances électives et semi-électives. Voilà. Donc maintenant, le but, c'est qu'on ait un nombre, disons, convenable, si je puis dire, de femmes dans les autres instances, oui, mais moi je pense qu'il faut d'abord et avant tout mettre en avant le mérite. Et il y a certainement des femmes très méritantes, très compétentes, donc elles doivent être associées donc à tous les niveaux de responsabilité parce qu'elles ont aussi leur mot à dire, elles ont la capacité de travail et tout, et être dans cette perspective de complémentarité entre l'homme et la femme, vous l'avez souligné, et non pas dans l'opposition stérile. Et cette complémentarité-là également doit se faire autour du mérite. Merci beaucoup. Merci, M. John. Nous sommes à 10 minutes, de la fin de la conférence. Je prendrai une dernière question pour boucler. Monsieur Diatta, vous avez la parole. Merci, M. Cho. Merci de m'avoir donné la parole. Je voudrais tout d'abord aussi remercier le professeur pour sa belle présentation, mais également pour sa disponibilité également. Voilà, bon. Quasiment toutes les questions que j'ai prévues pour poser ont été déjà posées par ceux qui m'ont précédé, sauf une seule question. Alors, professeur, si vous me recevez, moi, je voudrais savoir tout simplement, au regard de toutes les péripéties que le régime de l'ancien président Macky Sall est connu, est-ce qu'après cette élection présidentielle du 24 mars 2024, avec notamment cette tradition sénégalaise du vote, je veux parler notamment de la transparence, du calme, mais également une élection libre. Est-ce qu'on peut dire que le président Macky Sall est aujourd'hui sorti par la grande porte?
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sorti par la grande porte, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que depuis 2021, on a eu près de 80 morts dans des circonstances non élucidées à travers des manifestations politiques. Ça, c'est du jamais vu. 80 morts, c'est quand même énorme. Et là, il n'y a aucune élucidation judiciaire qui est faite. On a voté une loi d'amnistie, mais la loi d'amnistie, l'amnistie, c'est un pardon. Mais qui pardonne-t-on? Et qui pardonne à qui? Et qui pardonne quoi? Ça, on a besoin de savoir. Mais comme cela, voilà, tout le monde pardonne, on ne sait pas c'est qui. Et ça, c'est dangereux parce que aussi le maintien de l'ordre public, c'est le point d'équilibre entre le désordre supportable et l'ordre indispensable. L'ordre absolu ne règne que dans les cimetières. Si on a pu avoir ces errements-là, il aurait fallu qu'on mette la lumière sur ces douloureux événements pour que plus jamais ils ne se reproduisent. Parce que sinon, si on ne situe pas les responsabilités, eh bien, on n'est pas à l'abri d'une récidive. Donc, je ne pense pas que le président Sall soit sorti par la grande porte. Certes, quand il a su que les pressions ont été très fortes, il a ouvert le jeu. Il l'a ouvert tardivement, mais heureusement qu'il l'a ouvert. Quand il a retiré sa troisième candidature, ensuite, quand il a pris cette malencontreuse décision d'arrêter de façon brutale et illégale le processus électoral, eh bien, il est revenu là-dessus, même s'il a tenté de retarder le processus comme il a pu, mais en vain, puisque le Conseil constitutionnel s'y est opposé. Mais il faut dire au final qu'il a libéralisé le jeu, qu'il a ouvert le jeu et il a négocié sa sortie. Mais quand même, l'histoire retiendra que c'est Monsieur Thior, est-ce que vous recevez le professeur, Monsieur Thior? Non, je pense qu'il a un problème de connexion. Oui, manifestement, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et pourtant, le micro est allumé. Hein. Ah oui, le micro est bien allumé. Oui. Et pourtant, peut-être il a recevé aussi sa réponse. Voilà, je pense qu'on peut lever la séance, hein, peut-être lui laisser la parole pour effectivement prononcer son mot de la fin. Monsieur le modérateur, s'il vous plaît. Voilà, professeur, si on vous reçoit. Donc, nous sommes au terme de la conférence, pratiquement. Ejo Edition, vous avez quelque chose à dire? Oui, monsieur le modérateur. En fait, je me suis connectée avec le téléphone de Ejo, mais mon nom c'est Ndeye Codou Fall. J'ai déjà pris la parole, mais je vais la reprendre juste pour une minute très rapidement, avec votre permission. Merci beaucoup. Merci. Alors, s'il vous plaît. Merci d'abord au professeur pour la disponibilité, encore une fois, des réponses. Alors, je suis d'accord avec vous sur la parité. Et au début de mon propos, j'ai dit que d'accord, parité pour parité. Je suis pour l'égalité des chances et pour les compétences. Et j'ai ajouté que Jigen Nifiman Barinanu. Vous avez parlé de nombre convenable. Mandama Diaponi 4 sur 30, ce n'est pas un nombre convenable. Lolo l'a dénoncé. Pour le reste, je suis d'accord. En ce qui concerne les langues nationales et les langues étrangères, français, du langue nationale, diapé moko langue nationale, là, la preuve, moi, je suis éditrice. Jamono ji ñu weesu ci weer lay toll
programme bi ñu tuddee RELI ak le ministère de l'éducation nationale ak USAID dañoo lappe appel d'offres pour des ouvrages complémentaires en langue nationale mu concerne les classes de la grande section CI ak CP. Langue nationale yi ñu codifiées elles sont au nombre de 22 ci biir 22 yooyu 14 ñoo ci amagum décret yi ci des amaguñu décret mais toutes les langues nationales yi ñu codifié ak yi ñu codifié wul pour man elles sont d'égale dignité kon newuñu wolof moo ëpp dayoo làkk wi wala làkk wee ñoom ñëpp ñoo yem dayoo li tax nag wolof daanaka ñëpp ci réew mi di ko wax dégg ko xëy na c'est une langue d'ouverture te ñi nga xamante ni ñoom duñu wolof nàmpuñu wolof ñooñu pour man ñoo ëpp chance ñi nga xamante ne ay wolof ndax ñooñu lu mu bon bon dinañ dégg lu mu bon bon ñaari làkk ñi nga xamante ne ay wolof lañu ñu ci ëpp ñoom benn làkk la ñuy dégg muy wolof li ko waral mooy daanaka ñëppay wax wolof moo tax te su fekkee yow na ngaa nàmp wolof ki nga xamante ne nàmp wolof di nga mën a wax ak moom ci wolof alors que ki nga xamante ni moom nàmpul wolof moom dina dégg làkk bi nga xamante ni moom la nàmp boole ci wolof kon xëy na ñoom ñu gën a demee ko wolof yi kon wolof nekk loo xamante ni duñ koy imposer moom moo demal boppam le président de la république il est séeréer et il parle séeréer mais bi muy yëkkati kàddu ci wolof la ko def loolu nag damaa jàpp ne li ko waral mooy li nga xamante ni wolof daanaka ñëpp dégg nañu ko ak tamit mu gën a booloo donc loolu rek laa bëggoon indi ci leeral maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di gërëmaat bu baax a baax di gërëm ñëpp ñi nga xamante ni teew nañ fi di gërëm modérateur di gërëm tamit professeur yi kon jërëjëf. Merci, mademoiselle. Nous allons à présent boucler cette conférence. Je tiens à remercier chaleureusement M. Maurice John ainsi que tous les participants pour leur engagement et leur contribution précieuse à cette conférence enrichissante sur l'élection présidentielle de 2024 au Sénégal. Cette discussion nous a permis d'explorer en profondeur les enjeux politiques et les implications de cette élection historique, ainsi que de réfléchir sur les défis et les opportunités qui se présentent pour l'avenir démocratique du Sénégal. Sur ce, je déclare la conférence officiellement close. Merci à tous et à tous et à bientôt pour de nouvelles discussions stimulantes. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous les participants. Merci, professeur, et bonne fin de soirée à toutes et à tous. Comme l'a dit le modérateur, on se dit à la prochaine, Inch'Allah, et merci encore une fois.